de vous savoir nombreux à l'écoute de Diaspora FM 102.3 Eden Télévision. Merci de nous rejoindre sur Matin d'Eden. Bonjour à tous. Matin d'Eden, 2 heures d'émission, entre autres rubriques à suivre. La revue des unes des journaux. On fera le point de toutes les préoccupations décryptées dans les colonnes des canards parus ce jour et parvenus à notre rédaction. Dès l'entame de cette émission, juste après, vous suivrez la revue de presse internationale. On reviendra sur l'actualité au Gabon. Entre autres, vous aurez droit également au bulletin de l'information. L'instant débat fait croiser va s'intéresser à ce thème. Comment éviter l'intoxication alimentaire lors des festivités? Comment éviter l'intoxication alimentaire? Vous le savez, l'épidémie de choléra fait de nombreuses victimes au Bénin, un peu partout en Afrique, notamment à Malabo, en Guinée équatoriale. On va donc prendre l'avis d'un spécialiste, d'un diététicien. Il a nom Serge Patrick. Et puis, le chroniqueur politique Maison va opiner sur la situation à l'université d'Abomey-Calavi, notamment à la Flash. Crise à l'UAC, ce recours gracieux qui ne trouvera pas grâce. Crise à l'UAC, ce recours gracieux qui ne trouvera pas grâce. Voici la revue des unes des journaux avec Corneille Aïssé. Bonjour Corneille. Bonjour Tranquillin. Bonjour à toutes et à tous. Voici l'essentiel de l'actualité vue par les canards. Supposé bras de fer entre ABT et Koupaki, des manœuvres politiciennes pour déstabiliser les piliers de la rupture et du nouveau départ. Le titre à retrouver à la une du quotidien Le Confrère de la matinée. Supposé bras de fer entre ABT et Koupaki, des manœuvres politiciennes pour déstabiliser les piliers de la rupture. C'est à lire en page 3 du journal et en page 5. Le journal s'intéresse à la célébration de la fête de Tabaski, célébration de l'Aïd El-Kébi, le Tabaski nonobstant la morosité économique. Malgré tout, la fête aura lieu, écrit le quotidien Le Confrère de la matinée. La nouvelle tribune de ce vendredi, la nouvelle tribune nouveau-née dans l'arène politique, NDDP, l'indésirable parti des déçus de talent. Une interrogation du quotidien nouveau-né dans l'arène politique, NDDP, l'indésirable parti des déçus de talent. Au Bénin, jamais l'annonce de la naissance d'un nouveau parti politique n'a fait autant de polémiques, du moins pas ces dernières années. La création du nouveau départ pour la démocratie et le progrès, soupçonné d'être un rejeton politique du chef de l'État, a même provoqué une sortie médiatique du ministre de la Justice. Les détails à propos de cet article sont à retrouver à la une du quotidien Nouvelle Tribune en page 3. Le journal Nouvelle Tribune toujours. Interview sur Radio France Internationale. Zinsou parle du mandat unique et des réformes de Patrice Talon. Zinsou parle du mandat unique et des réformes de Patrice Talon. Quelques détails apportés par le quotidien. Lionel Zinsou, l'ancien premier ministre béninois et candidat malheureux au second tour de la dernière présidentielle, est d'accord avec les premières réformes économiques de celui qui l'a battu, le président Patrice Talon. Invité Afrique de ce jeudi 8 septembre sur RFI, il a fait une bonne appréciation de comment le gouvernement veut s'engager sur le développement économique du Bénin. Les détails à retrouver en page 3 du quotidien, la nouvelle tribune. Maintenant, la tribune de la capitale. La tribune de la capitale, accident dans l'arrondissement de Tori à Vamey, dans l'Atlantique. La destruction de produits avariés cause des morts et des blessés. C'est le titre à retrouver à la manchette du quotidien. La tribune de la capitale en page 3. Accident dans l'arrondissement de Tori à Vamey, dans l'Atlantique. La destruction de produits avariés cause des morts et des blessés graves. Avec la tribune de la capitale, on peut également lire braquage hier à Cotonou, un blessé, des millions emportés. Braquage hier à Cotonou, un blessé, des millions emportés. Nous apprend par ailleurs le quotidien, la tribune de la capitale. Nouvelle expression pour poursuivre, toujours pour le compte de cette revue des titres, projet de destitution du maire de Gogounou. Le préfet renvoie les protagonistes dos à dos.
projet de destitution du maire de Gogounou, le préfet renvoie les protagonistes de Zado. Le vent de la destitution dans les mairies qui continue. On parle de Alada, on parle de Parakou, on parle de Kirou, on parle de Bonou et maintenant c'est Gogounou. Nous apprend nouvelle expression. Projet de destitution du maire de Gogounou, le préfet renvoie les protagonistes d'Ozado. L'affiche du jour. L'affiche du jour, l'autre quotidien qui paraît dans la capitale du Bénin, Porto-Novo, destitution tous azimuts des maires des communes du Bénin, le silence complice du gouvernement Talon. Le silence complice du gouvernement Talon, c'est allé en page 6 du quotidien affiche du jour qui parle aussi de l'intervention de Lionel Zinsou sur Radio France Inter hier, invité Afrique de RFI. Lionel Zinsou évoque le référendum de la Constitution, la politique béninoise et son avenir. Invité Afrique du RFI, Lionel Zinsou évoque le référendum de la Constitution, la politique béninoise et son avenir. Lié dans les colonnes du quotidien, l'affiche du jour qui s'interroge à propos de ce vent de destitution qui secoue les communes, destitution des maires. À quoi joue le nouveau départ? Destitution des maires, à quoi joue le nouveau départ? C'est le titre de la chronique, ce que je pense à retrouver dans le quotidien, l'affiche du jour. La Guérite, le journal La Guérite, vague de braquage à Cotonou, le DGPN ne doit-il pas démissionner, s'interroge le quotidien. Vague de braquage à Cotonou, le DGPN ne doit-il pas démissionner? Le même quotidien reste avec la police et écrit pour des raisons fallacieuses 53 policiers mis en arrêt de rigueur. C'est ce que la Guérite nous apprend ce matin. Pour des raisons fallacieuses, 53 policiers mis en arrêt de rigueur. La police souffre pourtant du manque d'effectifs, commente le quotidien. On va retrouver maintenant Cocorico Info. Cocorico Info, animation de la vie politique nationale. Le dernier souci de Lionel Zinsou. Le journal fait allusion ainsi à ses interventions, à sa sortie hier sur Radio France Internationale. Animation de la vie politique nationale, le dernier souci de Lionel Zinsou. Avec Cocorico Info, on peut également lire d'autres informations. Dine Bouraïman, président du consortium tourisme par million, à propos de la décision de suppression du visa pour venir au Bénin. Cette décision va indiscutablement susciter des investissements massifs dans le secteur touristique. Des propos de Dine Bouraïman, président du consortium tourisme par million, à propos de la décision de suppression de visa pour venir au Bénin. On reste toujours avec Cocorico Info pour lire également établissement de contrat de partenariat Média Est. Le plaidoyer du CNPA Bénin, c'est à retrouver en page 2 du quotidien Cocorico Info. Le matin parle aussi de la sortie du parti NDP, objet de création du parti NDP pour accompagner le régime Talon, un canular mal inspiré. Un canular mal inspiré, écrit le quotidien. Le matin, les détails sont à retrouver dans le quotidien en page 3. Le matin, toujours, crise post-électorale au Gabon. Les dirigeants africains toujours indifférents. C'est à retrouver en page 2 du quotidien Le Matin. Et on va boucler maintenant avec l'Inter Magazine. L'Inter Magazine, grand oral de Lionel Zinsou sur RFI. Le mandat unique est une idée originale. Les propos de Lionel Zinsou retrouvés aujourd'hui, relayés par le quotidien, par l'hebdomadaire L'Inter Magazine, grand oral de Lionel Zinsou sur RFI. Le mandat unique est une idée originale. Quelques détails apportés par le quotidien. Il ne s'est pas beaucoup exprimé depuis sa défaite à la présidentielle du Bénin en mars dernier face à Patrice Talon. Aujourd'hui, Lionel Zinsou revient à son premier métier, celui de banquier d'affaires, et prépare le forum du Club Africa France les 22 et 23 septembre prochains à Paris. Les détails sont à retrouver en page 3 du quotidien de l'hebdomadaire L'Inter Magazine. C'est sur cette actualité que nous bouclons, donc la revue des unes des journaux. Merci à vous, Corneille Aissé, de l'avoir présenté. Merci, tranquille. Excellent. Bonne suite dans la conduite de l'émission. Merci beaucoup. Excellent début de week-end à vous. Nous pensons également à la communauté
musulmane. Nous sommes vendredi aujourd'hui, c'est le jour de prière par excellence pour les fidèles musulmans du Bénin et le homologue du monde entier. La revue de presse internationale, on va s'intéresser à plusieurs unes. Africa TV, Le Monde Afrique, L'Express et bien d'autres. Et notamment, on va s'intéresser à l'apparition du livre français, du livre du journaliste français Antoine Glacé qui s'intéresse à la relation France-Afrique. La revue de presse internationale en direct sur Diaspora FM 102.3 Eden Télévision. Premier titre à développer ce jour, c'est bien ce titre publié par www.africatv.net. Arrogant comme un Français en Afrique. Arrogant comme un Français en Afrique. Le nouveau brûlot d'Antoine Glacé qui colle à l'actualité, arrogant comme un Français en Afrique. Le nouveau brûlot d'Antoine Glacé qui colle à l'actualité dans ce livre. L'auteur montre un peu la relation qui existe actuellement entre la France et certains pays africains. Selon l'auteur, les communautés chrétiennes en Afrique ont perdu un peu de leur éclat suite à l'arrivée des communautés pentecôtistes, de réveil et puis évangéliques. Et puis le temps où on imposait des chefs d'État aux pays africains, ce temps-là est révolu et que la France doit désormais apprendre de l'Afrique, indique l'auteur dans son nouveau livre. Des précisions à lire aujourd'hui, le nouveau livre d'Antoine Glacé, ancien directeur de la Lettre du Continent, publié en mars dernier aux éditions Fayad, est d'une actualité brûlante dans un contexte régional où les crises post-électorales se multiplient. La France se réveille en Afrique avec la gueule de bois. La France se réveille en Afrique avec la gueule de bois. Arrogant comme un Français en Afrique, le nouveau brûlot d'Antoine Glacé qui colle à l'actualité. C'est le premier titre développé par www.africatv.net. L'actualité au Gabon a pris en crise post-électorale. La plupart des journaux gabonais ont titré sur cette information ce jour. Crise post-électorale au Gabon, report s'inédit de la mission de l'Union africaine. Le ministre gabonais des Affaires étrangères a annoncé jeudi un report s'inédit de la mission de l'Union africaine à la crise post-électorale au Gabon, où le président sortant Ali Bongo et son rival Jean Ping revendiquent chacun la victoire. Crise post-électorale au Gabon, report s'inédit de la mission de l'Union africaine. Cette information est relayée par la plupart des plateformes numériques africaines. Aujourd'hui, on a donc reporté cette émission, notamment à cause du président tchadien Idriss Déby, qui était au Congrès à la réunion du G20. Il a estimé être trop fatigué, donc nous ne pouvons pas participer à cette mission tout de suite. Donc c'est la fatigue, la principale raison annoncée par le président Idriss Déby pour manquer à cette mission de l'Union africaine. C'est bien la fatigue. Crise post-électorale au Gabon, report s'inédit de la mission de l'Union africaine. Toujours avec www.africatv.net, on peut lire climat. Le Maroc accueille des consultations avant la COP 22. Des consultations informelles débutent jeudi au Maroc entre représentants de 50 pays pour préparer la conférence mondiale sur le climat COP 22 qui se tiendra en novembre à Marrakech, a-t-on appris de sources officielles. Le Maroc organise jusqu'à vendredi à Sikira, une station balnéaire à 20 km de Rabat, une session de consultation informelle à huis clos climat. Le Maroc accueille des consultations avant la COP 22. Information à lire avec www.africatv.net. Et puis en Guinée, la commission électorale sollicite 47 millions de dollars pour les élections locales. Il faut donc débloquer environ 47 millions de dollars pour permettre au gouvernement guinéen d'organiser les consultations locales. La commission électorale nationale indépendante CENI, organe en charge des élections de la Guinée, sollicite une enveloppe financière de 450 milliards de francs CFA. 450 milliards de francs CFA pour organiser les élections locales à la base. Dans un pays où la pauvreté bat son plein, on demande 450 milliards de francs CFA pour organiser
des élections locales dans le pays. 450 milliards de francs CFA, francs guinéens, 450 milliards de francs guinéens, il faut le préciser. Nous poursuivons la revue de presse internationale. Voyons à présent la principale préoccupation décryptée à la une de la plateforme Le Monde Afrique. Le Monde Afrique, procès Gbagbo, un capitaine de gendarmerie témoigne du drame d'Abobo. Le commandant a abandonné son poste en mars 2011 quand il a découvert que ces hommes avaient tué plusieurs femmes qui manifestaient pacifiquement. Procès Gbagbo, un capitaine de gendarmerie, témoigne du drame d'Abobo. Voici son image, l'image du capitaine en question, publiée par Le Monde Afrique. Et c'est bien dans le cadre de la reprise du procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. À la une à présent de www.izf.net, direction le Nigeria. Le président Buhari implore les Nigérians de changer. Le président nigérian Muhammadu Buhari a dévoilé jeudi son programme pour prendre le Nigeria meilleur, imaginant un paradis incorruptible où les automobilistes s'arrêteront au feu rouge et où les agents de police refuseront les pots de vin. Le président Buhari implore les Nigériens de changer. À lire avec IZF. Et puis en Tunisie, loin de cette information qui nous provient du Nigeria, on peut lire des organisations non gouvernementales critiquent Tunis au sujet de journalistes disparus. En Libye, des organisations non gouvernementales ont dénoncé jeudi l'indifférence des autorités tunisiennes et libyennes quant au sort de 2 journalistes tunisiens portés disparus depuis 2 ans en Libye, réclamant notamment la mise en place d'une commission d'enquête. Tunisie, des ONG critiquent Tunis au sujet de journalistes disparus. Nous allons boucler la revue de presse internationale avec ce titre du quotidien Le Monde Afrique qui revient sur cette information concernant le fils, l'un des enfants du président en exercice de la Guinée équatoriale, le vice-président qui a quelques soucis, quelques ennuis judiciaires. Dans son compte rendu, on peut lire « Bien mal acquis, le fils du président Obiang renvoyé devant le tribunal correctionnel ». C'est l'essentiel de l'actualité internationale vue par les plateformes numériques. Et si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous suivez Matin d'Eden, un programme co-organisé par Eden Télévision Diaspora FM 102.3. C'est le moment de suivre le bulletin de l'information avec vous, Fréjus Serroulan. Bonjour. Bonjour, Tranquillin Acad Valentin. Bonjour, chers téléspectateurs et auditeurs d'Eden TV, de Diaspora FM. Voici le bulletin de l'information. Pour démarrer ce bulletin de l'information sur Eden Télévision et Diaspora FM, le bureau exécutif des jeunes turcs de la République, c'est un creuset de jeunes, avec à sa tête Lucien Médico, a donné un point de presse ce jeudi à Cotonou. C'était au siège de l'organisation à Vaudier, au menu, l'analyse de la gouvernance de Patrice Talon au plan politique, social et économique, 5 mois après sa prise de pouvoir. Fréjus Serroulan et Cyril Abou pour le compte-rendu. C'est à un véritable audit de la gouvernance Talon que s'est livré Lucien Médico ce jeudi 8 août 2016 devant ses militants. Pour le président des jeunes Turcs, après 5 mois de gestion de l'exécutif par Patrice Talon et son gouvernement, le Bénin va très mal sur le plan politique. Et pour cause, Yahi, toujours Yahi. Pourquoi tant d'acharnement? Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant d'harcèlement moral? Susceptible de suicide à l'endroit de celui qui a tout donné à son peuple. Oui, Boni Yahi a tout donné. La paix, il l'a donnée. Boni Yahi nous a recommandé de ne rien faire pour empêcher les nouvelles autorités. Au plan social, ça sent mauvais, d'ici Lucien Médico, avant d'indiquer quelques priorités au président Talon. La préservation de nos microcrédits aux plus pauvres, de la césarienne, des emplois jeunes. Ce sont des valeurs, Monsieur le Président, que nous a léguées gracieusement le docteur Boni Yahi, que vous devez préserver à tout prix. Patrice Talon doit un état social à ce peuple, a-t-il ajouté, avant de clamer que le système économique se porte très mal, ce qui empêcherait les Béninois de disposer de moins de 3 repas par jour. Lucien Médico a ensuite lancé un appel à Patrice Talon, qu'il appelle son oncle. Cher oncle Talon et respecté président de la République,
sachez bien que les voies de Dieu sont insondables et que nulle part, dans vos allers-retours, dans vos tenues, dans vos chaussures, dans vos maisons, dans vos bureaux et même dans vos routes, vous n'avez aucune vengeance envers qui que ce soit. Occupez-vous du ventre de votre peuple, qui vous a vu partir un matin et revenir un soir pour devenir son président. Sachez dès aujourd'hui, Monsieur le Président, que vous êtes forcément un futur ancien président. Le seul camp qui vaille est celui de la République, a martelé Lucien Médico, qui a aussi exhorté le président Patrice Talon à ne jamais faire des ennemis soudains qui tenteront de passer à l'offensive. Le dimanche 4 septembre 2016 dernier, le pape François a canonisé la mère Teresa de Calcutta, 19 ans, après sa mort. C'est par une célébration eucharistique sur la place Saint-Pierre que le pape François a rendu sainte de l'Église catholique la mère Teresa. Que comprendre de la canonisation et quel est le processus de cette canonisation? Le père Hubert Kedo-Ouidé répond à nos questions. On ne peut pas canoniser un saint qui est encore vivant. Donc c'est quelqu'un qui a vécu et qui est décédé. Une fois qu'il meurt, il y a comme une première étape, c'est l'émergence du peuple de Dieu lui-même qui demande à ce que cette personne soit déclarée sainte. Alors l'évêque verra si effectivement, selon les critères canoniques, est-ce que cette personne répond. C'est justement faire de bonnes œuvres de justice, de charité, de fidélité, de communion et d'amour à travers le monde. Au bout de 2 ans, l'évêque va introduire la cause auprès d'une structure à Rome qu'on appelle la Congrégation pour la cause des saints. Et cette congrégation va recueillir la demande. Eux, ils vont analyser et à partir de leur analyse, s'ils trouvent que ce dossier peut être reçu, alors commencent les 2 grandes étapes, c'est-à-dire la béatification et la canonisation. Et à la béatification, on a besoin au moins d'un miracle. À la canonisation, on a besoin d'un autre miracle. Mais les 2 miracles reconnus par l'Église catholique pour Mère Teresa, c'est 2 miracles de personnes atteintes de tumeurs. Voilà, à l'instant, le père Hubert Kedo-Ouidé qui revenait sur la canonisation de la mère Teresa de Calcutta, 19 ans après son décès notamment, la signification et la portée religieuse de l'acte posé par l'Église catholique hors du Bénin est loin de cette actualité politique internationale. Donald Trump et Hillary Clinton, 2 candidats à la présidentielle américaine de novembre prochain, ont partagé le même plateau de télévision, mais l'un après l'autre. Tous 2 ont donné leur vision du rôle du président américain. De façon particulière, Hillary Clinton a mis en évidence son expérience à la tête de la diplomatie américaine. Elle a martelé sa volonté de vaincre le groupe État islamique. La candidate démocrate a également dit regretter avoir utilisé une messagerie privée quand elle était secrétaire d'État. Quant à Donald Trump, il a assuré être totalement préparé à l'exercice du pouvoir d'État grâce à son expérience du monde des affaires. Le candidat républicain a également loué les qualités de dirigeant du président russe Vladimir Poutine. Je vous propose d'écouter Trump et Clinton. It was a mistake to have a personal account. I would certainly not do it again. C'était une erreur d'utiliser un compte personnel. Je ne le referai certainement pas. Je ne me cherche pas des excuses. C'était quelque chose que je n'aurais pas dû faire. J'ai traité beaucoup de matériel classifié lorsque je faisais partie du comité des forces armées du Sénat lors de mes 4 ans en tant que secrétaire d'État. Il y a un en-tête sur le matériel classifié qui dit si un document est top secret, secret ou confidentiel. Il n'y avait rien. Je vais le répéter, ceci a été vérifié par le département de la justice. Ce type d'en-tête ne figurait sur aucun des mails que j'ai envoyés ou que j'ai reçus. Ce qui relève des faits, c'est que le département d'État a été piraté. La plupart des systèmes du gouvernement sont en retard. Nous nous sommes fait pirater plusieurs fois, même à la Maison-Blanche.
Il n'y a aucune preuve que mon système a été piraté. C'est possible, je ne sais pas. C'est possible et ça ne va rien changer. S'il tient des propos élogieux sur moi, je tiendrai des propos élogieux sur lui. Comme je l'ai déjà dit, c'est un leader. Vous pouvez vous dire, oh, ce n'est pas une chose terrible. Cet homme exerce un contrôle fort sur le pays. Mais c'est un système très différent et il se trouve que je n'aime pas le système, mais il est certain que dans ce système, il a été un leader beaucoup plus que notre président ne l'a été. Je pense que j'aurai une très bonne relation avec Vladimir Poutine et je pense que j'aurai une très bonne relation avec la Russie. Comme je l'ai dit, regardez aujourd'hui. Regardez ce qui s'est passé avec les avions de combat qui ont encerclé un de nos avions dangereusement. Quelqu'un a parlé d'une distance de 3 mètres. C'est une manifestation d'hostilité. Et j'ai vu, il y a 2 ou 3 jours, que Vladimir Poutine et Barack Obama n'avaient pas l'air en de très bons termes. Et vous savez ce qui est bien quand on s'entend, la Russie veut vaincre l'État islamique autant que nous. Si nous étions en de bons termes avec la Russie, ne serait-il pas formidable si nous pouvions collaborer et éliminer l'État islamique? À l'instant, Donald Trump, candidat à l'élection présidentielle aux États-Unis, bien avant ses propos, on avait l'intervention de Hillary Clinton, sa principale rivale, direction la Mecque où les fidèles musulmans se séjournent actuellement. Le pèlerinage à la Mecque regroupe depuis ce mercredi en Arabie Saoudite plusieurs milliers de fidèles musulmans. Ils accomplissent ainsi l'un des 5 piliers de l'islam, un pèlerinage au cours duquel ils vont vivre plusieurs rites dont la lapidation des stèles représentant Satan. Ce sera tout pour le bulletin de l'information. Merci à vous, Fréjus Serron, de l'avoir présenté. Merci, Tranquillin Akad Bénontin. Merci, chers téléspectateurs et auditeurs d'Eden TV et Diaspora FM, pour votre fidélité. À bientôt. Prochain rendez-vous de l'actualité sur nos antennes, 13h, 17h, 20h, 23h30. Le président de la République du Bénin, en visite récemment au Rwanda, a constaté de visu l'évolution, le boom du développement de ce pays. L'un des atouts du pays de Paul Kagame, c'est bien entendu la suppression du visa à tout visiteur désireux de se rendre dans ce pays. Le président du Bénin a donc suivi cette politique de développement de son homologue rwandais et a donc décrété désormais la suppression de visa pour tout visiteur désireux de se rendre au Bénin. Le conducteur du ZEM que vous allez suivre dans un instant se prononce sur la question. Je vous aime sur Eden TV. Le fait qu'il n'y a plus de visa, c'est une très bonne initiative, selon moi, parce que c'est un vrai panafricaniste. Eh bien, on parle toujours de CEDEAO, on parle toujours de l'Union africaine, mais ça se concrétise jamais. Mais il faudrait que ça parte de quelque part. Et lui, comme il a décidé, que ce soit comme ça, je suis très fier. Je vous aime sur Eden TV. Ils se prononcent tous les jours donc sur nos antennes. L'objectif, c'est de leur permettre de donner leur point de vue sur l'actualité parce qu'ils sont considérés, les conducteurs de taxi moto, comme les premiers consommateurs de la presse nationale et internationale. L'opinion crise à l'université d'Abomey-Calavi, ce recours gracieux qui ne trouvera pas grâce. À suivre dans un instant avec James William Ogbagidi. Mais avant, on va observer une courte pause. Chaque jour, vous êtes nombreux au Bénin, en Afrique et dans le monde à nous faire confiance. Recevez-nous sur satellite EO33, Eutelsat 33A, fréquence 108.05, symbole rate 30001, polarisation verticale. En local, bande UHF, fréquence 719.25, système de son VG.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Eden TV pour vous informer sur l'actualité africaine. Info d'Afrique, c'est une édition qui vous permet de revivre tous les événements qui se sont déroulés dans la semaine sur le continent. C'est tous les dimanches à partir de 11h. James William Bagiti, bonjour. Bonjour à vous, Tranquillin Akat Benotin. Bonjour à tous les amis téléspectateurs et aux auditeurs. Voici la chronique L'opinion crise à l'UAC sur recours gracieux qui ne trouvera pas grâce. Trois mois de tergiversation pour un bien dérisoire recours. Dans la crise qui perturbe sévèrement le campus universitaire d'Abomey-Calavi, et entrave plus particulièrement le déroulement de l'activité académique à la faculté des lettres, arts et sciences humaines, les étudiants ont fini par choisir la voie du recours gracieux à l'endroit des autorités décanales, rectorales et sans doute gouvernementales. Les étudiants? Non. Certains étudiants. Parmi les trois mouvements estudiantins engagés dans le bras de fer au préalable, un seul, la Fédération nationale des étudiants du Bénin, a choisi de faire acte de contrition et de modifier sa stratégie. Un choix qui pourtant ne risque pas de changer grand-chose, car déjà porteur des gènes de son échec. Trop tardif, trop insuffisant et trop peu consensuel. Suspension de la motion de grève illimitée, demande de pardon, condamnation des actes de vandalisme commis sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi, notamment du barbouillis d'excréments humains et d'huile de vidange, censé empêcher il y a quelques semaines le déroulement des examens en faculté des sciences et techniques, les responsables de la FNEB ne sont pas allés du dos de la cuillère pour tourner Kazakh dans le bras de fer, même s'ils ne veulent plus l'appeler ainsi, qui les a jusque-là opposés à l'administration décanale de la Flash et aux autorités rectorales. Ayant peut-être pris conscience de l'opiniâtreté de ces dernières par rapport au point de discorde relatif, entre autres, à l'organisation d'une seconde session de composition en flash, à l'invalidation de l'année académique 2015-2016 dans cette même entité et à la suspension provisoire de 5 ans de 25 étudiants accusés d'actes de vandalisme et d'indiscipline à l'université, la FNEB tente ainsi de désamorcer une crise avec des armes malheureusement émoussées. En premier lieu, le recours gracieux de la plus grande organisation estudiantine vient tard. Trop tard. Trop tard en tout cas pour permettre de sauver l'année académique en flash. Chaque jour, chaque heure, chaque seconde qu'ils ont laissé passer dans la situation de crise n'a fait que conforter l'invalidation de l'année académique finissante pour laquelle les examens du premier semestre n'ont encore pu être organisés et corrigés, ni les cours du deuxième semestre et encore moins les examens de fin d'année. Remettre en selle un tel calendrier académique reviendrait à faire chevaucher une année académique 2015-2016 sur 3 années civiles, puisque les enseignements et évaluations ne peuvent plus s'achever avant 2017, ce qui pénaliserait bien entendu très lourdement les nouveaux bacheliers dont l'inscription serait alors différée de plusieurs mois. En deuxième lieu, le recours gracieux des étudiants ne dit pas s'ils renoncent à leur volonté de voir organiser une deuxième session de composition à la Flash. Cette deuxième session est en effet le socle des revendications ayant déclenché la crise en cours. Sans une renonciation claire et définitive à cette idée, il est très peu probable que les enseignants acceptent de fumer le calumet de la paix avec leurs étudiants et de revenir sur les sanctions déjà prises. Enfin, et c'est le plus grave, la communauté étudiante sur le recours est totalement divisée.
le choix de la FNEB est très diversement perçu par les deux autres organisations estudiantines. L'Union nationale des étudiants du Bénin, UNEB, se montre réservée et entend faire poursuivre le mouvement de grève illimité sur le campus et dans toutes les entités de l'UAC, tandis que les responsables de l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin, UNSEB, sont carrément hostiles à ce que certains de leurs responsables qualifient de trahison. Or, on sait qu'il suffit d'une organisation syndicale, d'un mot d'ordre de débrayage pour que les activités universitaires soient sérieusement bouleversées. Avec deux, dont l'UNSEB, connu pour sa détermination et sa ténacité, la sérénité est loin d'être de retour sur le campus d'Abomey-Calavi. Serait-ce alors un recours pour rien, mais vraiment rien? Pas sûr. Le geste positif que constitue cette action de la FNEB peut être pris en compte pour une éventuelle nouvelle analyse des sanctions, notamment l'exclusion de certains responsables étudiants. Au-delà, les appels à l'intervention personnelle du chef de l'État ne risquent quant à elles pas de prospérer. Le temps où le président de la République se mêlait de tout et d'un peu plus que tout est bien révolu. C'est mon opinion et je la partage. Crise à l'université d'Abomey-Calavi, ce recours gracieux qui ne trouvera pas, grâce à cette énième crise enregistrée à l'université d'Abomey-Calavi, notamment à la flash depuis qu'il a commencé, le gouvernement a été clair. La solution viendra des acteurs. La FNEB vient de poser un pas de réconciliation, a posé son acte de contrition, comme vous l'avez dit dans votre chronique. Mais il y a une division au sein des organisations syndicales. Oui, les étudiants sont divisés. Les étudiants sont extrêmement partagés sur le choix, sur la possibilité ou sur la nécessité de faire un recours gracieux. Certains estiment qu'il n'était pas question de faire acte de contrition parce qu'ils se croient dans leurs droits. Ils estiment avoir été injustement sanctionnés sur des revendications qu'ils disent être légitimes. Et donc, ils ne conçoivent pas et n'acceptent pas que leurs confrères ou leurs congénères d'une autre entité ou des autres entités, en d'une autre entité parmi les trois, et qui est quand même l'entité la plus représentative quand on compte le nombre d'organisations affiliées au sein de l'université, le nombre de sous-organisations affiliées au sein de l'université. Donc la FNEB est la plus puissante, la plus grande. C'est elle qui a décidé de tourner Kazakh, mais ce n'est pas du goût de l'UNSEB et de l'UNEB. Et on sait très bien que ces deux organisations, même une seule des deux, suffit pour perturber sérieusement l'activité à l'université. Et en conclusion, l'acte posé par la FNEB ne suffit pas pour désamorcer la crise? L'acte ne suffit pas et ne suffira pas puisque c'est un acte qui vient extrêmement tard. La crise, pour être désamorcée, cet acte aurait dû venir bien plus tôt, je dirais même des mois plus tôt. La FNEB, si elle devait en arriver là, si elle devait finir par faire un recours gracieux, elle aurait dû en prendre conscience depuis très longtemps. Ce n'est pas qu'on a eu un changement de responsable à la tête de la FNEB, ni un changement de responsable au sein des organisations affiliées à la FNEB. Non, il n'y a pas eu de nouvelles élections sur le campus ces derniers temps, mais pourtant, ces mêmes se sont réunis et ont fini par admettre la nécessité de revenir à de meilleurs sentiments. Donc, il aurait fallu voir les choses de cette manière-là un peu plus tôt qu'on aurait pu peut-être espérer que la crise soit désamorcée. Mais le temps est passé. Vous savez, comme je l'ai dit dans la chronique, pour que l'on puisse valider l'année académique 2015-2016, il aurait fallu que les compositions, les cours du premier semestre soient achevés. En flash, c'est en flash que l'année a été invalidée. Donc, les cours soient achevés, les cours du premier semestre sont achevés, mais les compositions n'ont pas eu lieu puisque les étudiants ont boycotté les compositions. Ensuite, à partir de ce moment-là, il aurait fallu donc finir les compositions, procéder à des corrections pour toutes les copies. Et vous savez qu'ils sont des dizaines de milliers d'étudiants en flash. Et il aurait fallu ensuite continuer les cours, c'est-à-dire ceux du second semestre, finir maintenant les examens de fin d'année et procéder à la compilation des résultats pour obtenir la liste de ceux qui sont admis pour l'année suivante. Le second semestre doit durer environ 4 mois, le premier semestre a duré environ 4 mois. Si il faut compter le temps de correction qui peut banalement s'étendre sur 1 mois, je pense que le minimum dont on a besoin aujourd'hui pour valider l'année, c'est un minimum de 5 à 6 mois. Donc si on ajoute 5 à 6 mois
à l'année civile qui est en cours pour pouvoir valider l'année académique à la Flash, je suis de ceux qui pensent que de toute façon ça va passer en année 2017. Et une année académique ne peut pas se chevaucher sur 3 années. C'est impossible, c'est interdit même par l'UNESCO, c'est interdit par d'autres institutions internationales. Quels que soient les compromis et les compromissions qu'on aurait pu trouver, on ne peut plus sauver l'année académique 2015-2016 à la Flash. D'autant plus que les étudiants, les nouveaux, qui vont entrer à l'université, les nouveaux bacheliers, seraient alors confrontés à commencer leur année académique en février, mars, avril 2017, une année académique 2016-2017 qu'ils commenceraient en avril 2017 pour la finir quand ils seraient à leur tour obligés de finir en 2018, ce qui va vraiment trop perturber l'année. Donc, le mieux, malheureusement, c'est d'invalider l'année, c'est ce qui a été fait. Voilà, les validations de l'année universitaire, de l'année académique, elle est consommée. Les étudiants concernés doivent comprendre cela et passer à autre chose, et qu'ils ne veulent pas justement accepter. Non, ils ne veulent pas l'accepter, ils ne peuvent d'ailleurs pas l'accepter aussi facilement. Avec déjà votre démonstration et les explications données par les autorités rectorales, ils doivent quand même se rendre à l'évidence et passer à autre chose. Parce qu'aujourd'hui, à la FLA, les activités sont au point mort actuellement. Oui, malheureusement, les activités sont au point mort au niveau de la Flash et même au niveau de plusieurs entités parce que les étudiants perturbent le fonctionnement. Ils ont lancé une grève illimitée généralisée sur tout le campus. Ils veulent empêcher bientôt la rentrée, en tout cas la rentrée pour d'autres entités. Ils sont prêts, en tout cas certaines institutions sont prêtes à perturber la rentrée dans toutes les entités de l'université. Aujourd'hui, pourtant, il n'y a plus possibilité de sauver l'année académique à la Flash. Ça là, je crois que c'est consommé. Et quelque chose qui va se dire, même le chef d'État peut intervenir, ça ne peut pas se faire. Il faudra aller jusqu'au niveau de l'UNESCO. L'UNESCO va montrer cette test. C'est impossible, c'est acté. L'autre chose sur laquelle les autorités électorales pourraient revenir, ce sont les sanctions. Les sanctions les étudiants qui ont été suspendus. Voilà, à ce niveau-là, on peut, parce qu'ils ont fait un recours gracieux, les recevoir, les écouter, réduire le niveau de sanctions et leur permettre peut-être de s'inscrire l'année prochaine encore ou bien différer cela d'un an. Mais je pense qu'avec ce recours gracieux, la volonté d'apaisement, si elle peut venir également du côté des autorités électorales et foires ministérielles, ce serait de permettre à ces étudiants-là de commencer l'année prochaine. D'autant mieux que ceux qui font un recours gracieux aujourd'hui ne sont pas tous ceux qui ont été sanctionnés. C'est-à-dire que certains de ceux qui ont été sanctionnés continuent de vouloir poursuivre le bras de fer avec les autorités et en voyant les hommes de ceux qui pourraient être rachetés par le recours gracieux, cela pourrait les amener à consentir à un dégel et à revenir à la table de négociation, en tout cas minimum à faire ce recours gracieux à leur tour et à permettre à l'année académique de se dérouler sans encombre sur le campus d'Abomey-Calavi. La troisième chose sur laquelle il est un peu difficile pour les autorités de revenir, c'est bien entendu l'organisation de la deuxième session, la session de rattrapage de la deuxième session que les étudiants de la Flash exigent. Les explications étaient extrêmement claires quand la commission de l'éducation a reçu les autorités rectorales et universitaires à l'Assemblée nationale. Les explications étaient tellement claires qu'on peut comprendre qu'il ne soit pas raisonnable, en tout cas à ce niveau-là, de revenir sur cette décision. D'ailleurs, ils ont été très clairs, ils ne reviendront pas là-dessus. Le nombre d'étudiants, les contraintes, à la rigueur, si le gouvernement veut s'en mêler, il y a des obligations, et d'énormes obligations que le gouvernement doit d'abord mettre en application, notamment le recrutement de plusieurs dizaines, voire même des centaines d'enseignants à l'université, notamment à la Flash, ce qui n'est pas une chose que l'on décide et que l'on fait du jour au lendemain. Donc la suppression de cette session de remplacement n'est pas d'une catastrophe. Et en plus, il y a une chose très importante que le vice-recteur a eu à dire ce jour-là. Il dit, mais les étudiants réclament cette deuxième session comme un droit à l'échec en première session. Pourquoi faut-il réclamer forcément un droit à une deuxième session en pensant qu'à la première session, on a le droit d'échouer? Donc, pas question de dire qu'on peut échouer, qu'on va échouer en espérant aller à une deuxième session. Non, il faut faire en sorte de pouvoir réussir déjà à la première session. Et la première session est même éclatée en deux compositions, c'est-à-dire les compositions du premier semestre et celles du deuxième semestre. Donc, si vous n'avez pas une moyenne suffisante,
ou vous avez quelques lacunes au niveau du premier semestre, vous mettez le paquet au cours du second semestre pour pouvoir... non, le second semestre n'est pas un rattrapage, c'est des compétences qui concernent d'autres cours, d'autres enseignements. Donc vous mettez le paquet pour pouvoir combler le vide qui a été créé de l'autre côté, et cela ne va pas faire beaucoup d'histoire. En tout cas, voilà un peu le processus aujourd'hui. Le recours gracieux de la FNEB ne me semble pas être un recours qui va apporter des fruits. Crise à l'UAC, l'université d'Abomey-Calavi, sur recours gracieux qui ne trouvera pas c'était donc l'opinion de James William Magwagidi à retrouver sur 3W Bénin-simple-eden.tv Bénin-eden.tv. Voilà, à suivre l'instant débat, fait croiser juste après la chanson du jour, comment éviter l'intoxication alimentaire lors des festivités. Dans nos studios sera présent dans un instant Serge Patrick Zinvoido, il est diététicien. La chronique judiciaire de Horacia Djodi, le thème du jour, la répression du harcèlement sexuel en milieu scolaire. La répression du harcèlement sexuel en milieu scolaire. On va pousser la chansonnette. Azang mandonu bang bedo poye non pe anondo na wa egbe pun londo na wa so sando ma so gbele anondo na miye egbe se ko non gbe ya o azang mandonu bang bedo poye non pe anondo na wa egbe pun londo na wa so sando ma so gbele anondo na miye egbe se ko non gbe ya o. On peut retenir à travers cette chanson le proverbe « plusieurs jours pour le voleur, un seul jour pour le propriétaire ». Et ça veut dire aussi que tout arrive à échéance et que tout finit aussi par finir. Donc Sabourin Danialo représente pour moi un baobab, une sommité, quelqu'un qui n'est plus à présenter, et quelqu'un à qui on doit du respect, quelqu'un qui a fait voyager le nom du Bénin, qui a porter haut l'étendard du Bénin en matière de musique. C'est un diplomate musical, si je peux le désigner ainsi. Allez les amis, poussons la chansonnette sur Eden TV et Diaspora FM. À l'instant, notre confrère Yves Patrick Loco, qui a accepté de pousser la chansonnette et travaille à la radio nationale, à l'ORTB, notamment l'Office de radio de diffusion du Bénin. Yves Patrick Loco, qui revient sur un support rythmique du grand Sabourin Danialou, James William Magwagidi. Oui, Yves Patrick Loco, qui est un ami personnel, avec qui on a roulé notre boss à l'INAM à une époque donnée. Bien, il est parti après. Voilà, c'est un plaisir de le retrouver. On s'est retrouvé dans le métier de journalisme. Et c'est un plaisir de le voir en train de pousser la chansonnette sur cette rythmique de Sabourin Danialou. Merci à Yves Patrick Loco, IPL, comme on l'aime l'appeler souvent. Richard Flash nous propose le titre Gbedo Doda. Il faut savoir prier, c'est tout simplement le message principal de l'artiste Richard Flash, qui est sacré meilleur artiste de musique moderne au Bénin pour le compte, je crois, des Bénin Golden Awards. Donc il est désormais l'ambassadeur de la musique béninoise pour le compte de l'année 2016. Chaque jour, vous êtes nombreux au Bénin, en Afrique et dans le monde à nous faire confiance. Recevez-nous sur satellite EO33, Eutelsat 33A, fréquence 108.05, symbole rate 30001, polarisation verticale. En local, bande UHF, fréquence 719.25, système de son VG.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Eden TV pour vous informer sur l'actualité africaine. Info d'Afrique, c'est une édition qui vous permet de revivre tous les événements qui se sont déroulés dans la semaine sur le continent. C'est tous les dimanches à partir de 11h. Après plusieurs mois d'absence, votre émission Droit et Devoir revient avec des sujets encore plus intéressants, des thèmes qui touchent votre quotidien. Prenez donc le rendez-vous. Les infos sur Eden TV, mesdames, messieurs, bienvenue. Bienvenue dans ce journal. Mesdames, messieurs, merci de nous rejoindre. Très ravi de vous retrouver. Merci de l'avoir suivi sur Eden TV et passé d'agréables moments en notre compagnie. La santé avant tout, dit-on souvent, la vie c'est la santé. Vous le savez, l'épidémie de choléra bat son plein actuellement dans certaines capitales du continent africain. Cotonou, la capitale économique, n'est pas épargnée. Malabo, Conakry, entre autres. Aujourd'hui, l'instant débat va s'intéresser au volet santé sur le thème « Comment éviter l'intoxication alimentaire lors des festivités ». Voilà un peu le sujet du jour. Peggy Ludovic Dagba, déjà bien installé avec son joli chapeau. Pour vous qui nous suivez sur Diaspora FM, vous ne le voyez pas, il a un joli chapeau sur sa tête. Bonjour Peggy Ludovic Dagba. Bonjour à vous. Pas Freddy, mais tant qu'il est, parce que là, tant qu'il est, s'alterne avec Freddy, donc à des moments donnés, il y a quelques mélanges de pinceaux. En tout cas, aujourd'hui, c'est Tranquillin qui est là. Merci à vous donc de planter le décor de sujets importants pour ce matin. Vous savez, le choléra, donc a commencé véritablement sa lente, mais je vais dire endeuillante histoire dans notre pays, surtout dans la grande capitale économique du Bénin. Je veux parler de Cotonou, à l'instar des autres capitales, un peu comme l'a rappelé, eh bien, Tranquillin Belontin, c'est la prévalence de l'épidémie depuis quelques jours avec des morts. Il faut quand même prendre des mesures sur le plan sanitaire pour l'éviter. Aussi, les festivités donnent l'occasion de faire ripaille, de faire la fête en mangeant et en buvant sans borne. Mais la note à payer est souvent salée, pas seulement du côté pécunier, mais surtout au niveau de la santé. Les lendemains de fête sont toujours douloureux, dit-on. Alors comment faire pour ne pas en arriver là? Un diététicien est sur ce plateau pour nous aider donc à comprendre les gestes à faire et à ne pas faire. Monsieur Patrick Zingoedo, bonjour. Bonjour Monsieur Peggy. Merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes diététicien, vous vous efforcez quand même d'aider les Béninois et pourquoi pas tous ceux qui viennent à vous de savoir manger. Alors avant d'aller sur le plan notamment de l'intoxication alimentaire, on parle quand même choléra. Vous n'êtes pas sans savoir que le choléra s'est déclaré dans la ville de Cotonou et environ, certaines zones, certaines poches, vraiment voir sévir ce mal. Dites-nous déjà comment réagissez-vous à cette mauvaise nouvelle? Merci Monsieur Peggy. Bonjour, Monsieur Tranquillin. Bonjour. Alors, le choléra, c'est une maladie très dangereuse et qui nous provoque des problèmes autour, surtout l'eau, quand l'eau que nous consommons, l'eau du puits par exemple, à côté des tas d'ordures.
c'est pas bon. C'est un mal qui ronge. C'est un mal qu'on doit éviter de consommer des aliments froids. Consommer des aliments à côté des tas d'ordures. Ne pas boire des eaux froides. Prendre des eaux chaudes. Et ce qui est important à retenir dans ce mal, c'est d'éviter de consommer du riz au gras. Le riz au gras que nous consommons. Pourquoi? Oui, parce que vous savez, le riz au gras, c'est à base, la manière dont les gens font la cuisson du riz au gras, c'est pas du tout bon. Quand il y a excès du piment, excès de tomate, il faut voir la tomate que nous consommons. Avec la tomate en fait, la tomate qui participe à la cuisson du riz au gras, c'est pas une bonne tomate. C'est une purée de tomates déjà empoisonnée. Comment? Voilà. Toutes les vendeuses n'utilisent pas de tomates pourries pour préparer du riz au gras. Certaines. Donc, vous vous adressez donc à ces vendeuses indélicates qui achètent des tomates pourries pour servir du riz au gras à leurs clients qui n'en savent généralement rien de tout. Voilà. Donc, c'est des tomates pourries. Mais les tomates pourries, vous savez, la tomate, c'est un fruit qu'on doit faire beaucoup attention parce que c'est acide. La peau de la tomate, il y a deux parties, il y a la chair et la peau. La peau de la tomate est très acide et c'est là où tout se concentre. Et la tomate qui vient je ne sais pas, qu'on nous amène de différents pays ou bien je ne sais quoi, l'essentiel c'est que la tomate que nous consommons, qui participe à la cuisson du riz au gras, doit être une tomate préparée à vapeur. Enlevez la peau et prenons la chair, mastiquons-le, écrasons-le avant d'en consommer. Mais les gens mélangent la peau avec la chair. Donc, vous voulez dire qu'il faut débarrasser la tomate de la peau avant voilà. De la mettre, comment dire, dans la préparation. Dans la préparation. Et le choléra, c'est un mal. Rapidement, si tu as le système immunitaire défaillant, c'est-à-dire l'ensemble du cœur, le foie, le poumon, le rein, le pancréas et les globules rouges et blancs, si c'est défaillant, rapidement, on attrape cette maladie. C'est pour cela qu'il faut prendre des précautions avant de consommer n'importe quel aliment. Et méfions-nous beaucoup, surtout à cause des tas d'ordures. Donc, quand je vois un pont qui dégage des odeurs, ceux qui préparent autour de ce pont, ils n'ont qu'à faire beaucoup attention. Donc, l'environnement joue un rôle important dans la contraction de cette maladie-là. Voilà, important. Et si tu as l'habitude de ne pas consommer des fruits en quantité, on peut attraper cette maladie. Et si vous consommez des fruits en quantité, ces fruits-là sont mal lavés, ne sont pas propres? C'est les antioxydants. C'est le manque d'antioxydants qui crée tout ça là. C'est ceux qui ont des systèmes. C'est ça que je disais au départ, le système immunitaire est défaillant. Et quand c'est défaillant, on a souvent des problèmes de diarrhée, on commence à vomir, on se pose des questions pour dire mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est parce que, c'est comme on dit, la clé, attraper un virus. Est-ce que tu as formaté la clé? Est-ce que tu t'es formaté? Se formater chez nous, c'est l'antioxydant et prendre des fruits. C'est pourquoi le diététicien nutritionniste doit toujours conseiller la consommation des fruits très tôt le matin, surtout les fruits riches en vitamine C. Et quel type de fruits, justement, consommer? Parce que c'est vrai, on nous dit qu'il faut consommer du fruit, il faut avoir les fruits à portée de main et tout, mais quel type de fruits? Oui, je prends par exemple notre pamplemousse. Le pamplemousse, celui qui consomme du pamplemousse, il n'aura jamais ces problèmes de choléra. C'est parce qu'on n'a pas l'habitude. Vous avez jamais entendu choléra en France? Dans les pays développés, il y a certains pays qui on n'entend jamais ces maladies-là. C'est parce qu'on est défaillant en consommation alimentaire. On n'a pas une habitude alimentaire propre à notre organisme. On mange, on s'alimente très mal. Très mal. On oublie totalement les fruits. On est concentré dans les féculents. On est concentré plus dans les féculents. Macaroni, riz, pain,
pâté, yovo toko. Et c'est ça dans notre tête le matin. Yam. Yam, voilà. On fait même la fête du yam pilé, concours de yam pilé. C'est pas là le problème. Vous allez vous attirer la foudre de nos parents de Savalou. Hein. C'est une fête importante dans la vie de cette région. Oui, c'est une fête importante, mais il faut qu'on cesse de rêver. Sincèrement. Il faut qu'on pense à notre réflexe, à notre organisme. Je suis Peggy Ludovic Dagba, je dois manger quoi le matin? Je suis tranquillin, je dois manger quoi le matin? Mon problème, je suis journaliste. Mon premier réflexe le matin, c'est les jus de pastèque, les fruits. Quand je mange comme ça, je n'ai pas affaire de choléra. Le choléra est hors de moi. Pourquoi on lit cette maladie? On pense généralement que c'est l'apanage des pauvres, de la communauté pauvre. Pourquoi c'est comme ça? Oui, c'est parce qu'on s'alimente mal. On se dit, bon, déjà, riz tassi avec œuf le matin, c'est déjà on mange bien. Quand vous mangez comme ça, on est dans la pauvreté. Il faut manger en qualité et non en quantité. C'est quand on mange en quantité qu'on est dans la pauvreté. Quand vous mangez en qualité, vous êtes dans la responsabilité, vous êtes dans un bon réflexe, vous êtes en forme. Et vous êtes immunisé. Vous n'avez pas affaire avec choléra ni diarrhée, non. Vous êtes en forme toujours parce que l'organisme reçoit tous les minéraux et vitamines qu'il faut. C'est comme si vous allez à la guerre, vous portez votre gilet anti-balle, vous êtes protégé par vos casques, mais on vous envoie n'importe quel cartouche, vous êtes protégé. Ça dépend de l'endroit. Si vous retrouvez vous pouvez prendre les cartouches dans les bras ou puis dans les jambes. Non. Sur le plan spirituel, vous priez bien. Sur le plan corporel, vous mangez bien. Et là, vous êtes équilibré. Ça fait déjà un triangle. Sur le plan spirituel, vous êtes protégé. Ça, c'est une autre dimension. Une autre dimension. Sur le plan corporel, vous prenez des fruits riches en antioxydants. Et Dieu s'en charge du reste. Ça fait un triangle. Donc, il y a Dieu, il y a le manger et il y a le spirituel. Alors, vous parliez tantôt du pamplemousse. Après le pamplemousse, je prends la date. Observez bien, vous êtes des journalistes, vous êtes de grands journalistes, investigateurs. Les pays sahéliens ne souffrent jamais du choléra, c'est rare. Pourtant, il y a l'environnement là-bas. Il y a l'environnement, mais il y a le désert. Il y a la chaleur. Il y a la chaleur. Il y a le soleil. Ils consomment de la date et du chaud. Même si leur thé est chaud, c'est quelque chose. Il faut fluidifier le foie, il faut renforcer le foie. Il ne faut pas rendre le foie lourd. Non, pamplemousse, la date. Et quoi, la date et la pastèque. Il faut reconnaître que c'est des fruits un peu rares. Hein, c'est un peu rare pour les populations qui vivent dans les milieux ruraux. Oui. Il est vraiment rare de trouver ces fruits-là. Non, quand je prends le pamplemousse, je vais à Porto-Novo, il y a le pamplemousse. Je veux dire Porto-Novo, moi j'ai parlé des populations qui vivent dans les milieux ruraux. Oui, donnez l'exemple. Dans les villages, voilà, c'est souvent rare de trouver le pamplemousse. Oui, ils peuvent remplacer le pamplemousse parce que c'est des agrumes. Les agrumes, pamplemousse, citron et orange. Pamplemousse, citron et orange. À l'IAC, nous avons l'ail, oignon et poireau. Quand vous avez ces deux éléments-là, c'est fini. Observez bien ceux qui font tchatchanga. Ils ne mangent pas, mais ils ont toujours l'oignon à côté. Mais nous, on ne demande pas l'oignon. On préfère plus le piment bien qui donne du goût avec la viande qui contient du graisse et c'est fini. Alors qu'il faut demander beaucoup d'oignon. Beaucoup d'oignon. Il faut manger beaucoup d'oignon. Beaucoup d'oignon. Et l'oignon a quel rôle? L'oignon joue quel rôle? L'oignon, ça renforce le système immunitaire. Dites-vous, on a un système immunitaire défaillant. On se déplace avec sans le savoir. C'est pourquoi il faut toujours se banquer avec les fruits. C'est très important. J'insiste toujours sur ça dans mes émissions, dans mes interviews. J'insiste toujours sur ça. Le fruit est très important. Nous ne levons pas le matin. L'une des difficultés de consommer du fruit, comme vous le dites, est-ce que ça ne vient pas des fruits saisonniers? Vous savez qu'on n'a pas tous les fruits à tout moment chez nous. Il y a la saison des mangues, il y a la saison des oranges, il y a la saison, ainsi de suite. Alors, comment faire pour qu'on puisse s'adapter aux fruits saisonniers? Alors, actuellement, nous sommes avec
l'orange. L'orange et le citron. L'orange et le citron. Mais écoutez, c'est très simple. Il y a certaines personnes qui ne consomment pas l'orange et citron. Adaptons-nous en diluant ça avec de l'eau chaude. C'est tout. Quelqu'un qui n'est pas adapté à consommer le pamplemousse, il peut prendre la peau du pamplemousse en faisant l'infusion pendant 24 heures. Et le lendemain, il prend ça toute la journée. Il est immunisé comme ça. À défaut d'avoir ces fruits, que conseillez-vous à ceux qui consomment les fruits conditionnés, c'est-à-dire les jus de fruits déjà conditionnés? Vous savez, ça là, c'est la paresse. Les fruits conditionnés, vous m'excusez, c'est... Nous sommes dans un environnement moderne et puis vous parlez de paresse parce qu'il faut nous sommes dans l'industrialisation. Oui. Le monde, c'est comme ça, on est dans la transformation des produits de première nécessité. Et c'est dans cet élan-là que certains pays ont fait l'option. Dans notre pays, par exemple, l'ancien président de la République, Thomas Boniaï, il avait voulu en tout cas mettre en place un certain nombre d'usines de transformation d'oranges, de mangue et bien d'autres. C'est vrai que le projet n'a plus prospéré. Mais en dehors du Bénin, il y a des pays qui sont dans ce domaine-là. Leurs produits nous reviennent ici. C'est des produits conditionnés. Vous avez des jus d'orange, vous êtes dans les supermarchés, il y en a. Est-ce qu'à défaut d'avoir les fruits, des jus de goyave, les jus de goyave, voilà, il y en a. Les gens vraiment... Peut-on consommer ça aussi? Monsieur Tranquillin, que ça soit goyave, que ça soit jus de mangue, ayez toujours le réflexe de prendre le fruit bio. Le fruit bio. Mais si vous avez envie de prendre les fruits commercialisés, basez-vous sur les fruits en carton. En carton, voilà. En carton. Pas en canette. Et non en canette. Et en plastique? Non, c'est encore du folklore. Mais en carton, on peut consommer ça. On peut consommer. Pourquoi? Mais la consommation en carton, c'est 24 heures. Ne mettez ça pas au frais, si vous en prie. Parce qu'il faut éviter la fermentation. Généralement, on écrit sur des boîtes, il faut à boire au frais. C'est-à-dire qu'il faut mettre au frais, à garder au frais. Dans le réfrigérateur. On dit au frais parce que c'est transformé, c'est pas naturel. Vous avez jamais vu quelqu'un qui a cueilli la mangue, on l'a dit, manger ça au frais? Vous ne verrez jamais ça. Donc ça veut dire qu'il y a un retrait. On a enlevé quelque chose du fruit à l'étape naturelle. Donc faites attention à la consommation, mettez ça au frais. Ça veut dire, et ça nous empoisonne à petits coups. Il est vrai qu'on va consommer des fruits, des légumes, des jus de fruits. Mais lorsque vous avez 40 ans, je vous en prie, quittons ces étapes-là. Je veux voir M. Peggy travailler pendant des années à la télévision, à la radio. Je veux voir M. Tranquillin en forme. Je dois faire recours à un bon fruit général qui sort de notre structure, là où la radio Diaspora FM, il y a de bons fruits là-bas que je vois. Oui, c'est un environnement bio. C'est l'occasion de présenter ce centre Espace Afrique, voilà. D'où nous émettons, d'où Eden Télévision émet, d'où Diaspora FM. Nous sommes dans un environnement bio. Vous avez vu la verdure. Voilà. Vous n'avez pas fait le tour parce que c'est tellement grand. C'est un domaine de plus de 50 hectares. Et on ne vend que des produits bio. C'est l'occasion de demander aux Béninois et ceux qui nous regardent à l'étranger de faire un tour. Si vous voulez manger bio, vous voulez vivre dans un environnement bio, c'est notre secret. Seul endroit, c'est où? Espace Sievra, Espace Afrique Sievra de Glodjigwe. Moi, je vais là tous les week-ends prendre des fruits. Vous ne le savez pas. Et j'amène beaucoup de gens là-bas prendre des fruits. Parce que là, c'est bio. Vous voyez l'orange de là-bas par rapport à l'orange de la ville. La maison vient d'être certifiée. Voilà. Donc, voilà. Toutes les conditions sont réunies. Donc, il faut manger bio. Il faut manger bio. Surtout vous les journalistes, les bureaucrates. Nous ne mangeons pas bio. Les techniciens. Vous ne mangez pas bio. Nous mangeons comment? Surtout les journalistes, dans la tête, c'est le réflexe du restaurant. C'est bon le restaurant. Mais quand vous allez au restaurant, demandez toujours des jus de fruits bio. Au moins, ils ont jus d'orange, jus d'ananas. Demandez ça frais d'abord, avant que le repas ne vienne. Vous pouvez consommer tout ce que vous voulez. Mais déjà, vous avez pris du bon fruit. Que ça soit des fruits transformés, déjà c'est bio. Même si c'est à 75% bio, ça va vous apporter, ça va renforcer le système immunitaire. Mais laissons l'alcool. Au restaurant, on demande, je ne veux pas appeler le nom des boissons ici, on demande d'abord une boisson. On demande souvent l'apéro. L'apéro, voilà, on dit apéro. Vous voulez manger... Donc il faut remplacer l'apéro par
Les fruits. Des fruits. Des jus de fruits frais. Et non glacés encore. Parce que la glace, attention. C'est un autre problème. C'est un autre problème encore. Le cœur, un organe très important qu'on doit privilégier. Le foie. Le foie, le poumon, le rein et le pancréas. C'est important, ces organes. On se tue à petits coups sans le savoir. Sans le savoir. Généralement, le thème approprié, c'est genre, voilà, je vais creuser le ventre. Oui. On demande à Pierrot, on va creuser le ventre d'abord. Voilà, on prépare le ventre. Alors qu'on creuse à petits coups, voilà. Ça tombe. Ça tombe. Ça tombe. Mais il ne faut plus creuser le ventre. Il ne faut plus creuser le ventre. Voilà. Il faut aplanir le ventre. C'est ça, avec jus de ventre. Donc pour vous, les whisky, comment dirais-je, les autres liqueurs et autres. Du vin, du bon vin. Ouais. Du bon vin. Vous conseillez au moins du bon vin après un bon repas? Oui, du bon vin, mais non glacé toujours. Voilà. Est-ce qu'on a un bon vin au Bénin? Il y en a dans les supermarchés qui... on ne va pas donner de marbre, on ne fera pas de publicité. Il y a des maisons qui sont spécialisées là-dedans. D'accord. Voilà. Parce qu'en tant que diététicien, le vin, c'est pour le 3e âge. À partir de 50 ans ou 60 ans. Oui, qui est en mouvement, qui n'est pas sédentaire. Voilà. Il ne faut pas s'asseoir le matin dans son bureau ou bien dans son fauteuil du matin, je dois prendre du vin. C'est dangereux. On interpelle la goutte à petits coups. Et voilà l'un des facteurs du système immunitaire défaillant. La goutte. La goutte. Donc pour des jeunes, moins de 40 ans, moins de 50 ans, doivent éviter totalement l'alcool. Totalement l'alcool. L'alcool, ce n'est pas pour nous. L'alcool, pourquoi on a cirrhose de foie aujourd'hui? Pourquoi on a hépatite? Les gens fument. Hier, j'ai vu quelqu'un qui a pris la boisson glacée avec viande de mouton en main. Et il marchait avec. Et lui, il est heureux avec ça. Glacé, la bière glacée en bouteille. Il défilait il marchait dans la buvette. Il sort du buvette, il sort de la buvette, il dit et allait se servir. Il avait de servir avec on l'a fait une grande viande. Il vit. Et la viande scintillait au bout du feu comme ça, on voit la graisse avec la bière encore. Et il a un gros ventre bien équilibré. Et il est joyeux dans ça. Pourquoi c'est son ventre qui vous a intéressé? Oui. On va aborder le deuxième volet de notre thème, c'est l'intoxication alimentaire. Quels sont les facteurs qui favorisent l'intoxication alimentaire pendant les festivités? Parce qu'on voit souvent pendant les festivités, la viande, on prépare dans de grosses marmites, on ne fume pas, on ne couvre pas les marmites et tout. Et généralement, il y a un risque d'intoxication alimentaire au cours de ces cérémonies. Oui, vous savez, la tabaski s'implante bientôt et l'intoxication alimentaire, faisons beaucoup à l'excès. À l'excès, c'est ça que je disais tout à l'heure. Quand on dit la fête du mouton, on a tué le mouton, c'est général, c'est mondial, c'est universel. Mais attention à l'intoxication alimentaire. Oui, comment l'intoxication alimentaire peut-elle survenir? Par exemple, dans la consommation de la viande, à l'occasion de la tabaski. Oui. C'est une fête qui est totalement axée sur le mouton, c'est la viande. On ne peut pas faire sans la viande. Mais vous déconseillez fortement la viande, la consommation. Merci, M. Peggy. Vous savez, les aînés fêtaient déjà la tabaski. Ce n'est pas à moi de dire que ce n'est pas bon. Mais en tant que diététicien, moi, je ne suis pas d'avis de la consommation de la viande, du mouton, de trop. Parce que quand on dit tabaski, les gens mettent dans leur tête... Vous précisez, vous avez précisé. Vous n'êtes pas de l'avis de ceux qui pensent qu'il faut manger beaucoup de viande. Oui. Mais il faut en manger quand même. Il faut en manger. Parce que c'est la fête de la viande, là même. Il ne faut pas s'asseoir et remplir le ventre de viande. C'est-à-dire, il y en a qui ne mangent pas, ils s'asseyent devant leur bouteille de bière et on leur sert la viande. Et puis, ils mangent jusqu'à satisfaire leur faim. Ça, vous leur déconseillez ça? Je déconseille ça. Voilà. C'est pas du tout bon. Je sais que la viande du mouton a un bon cholestérol. Les gens disent qu'est-ce qu'ils racontent? La viande mouton, parmi toutes les viandes, nous avons le mouton, le lapin, le mouton, le lapin, la caille. Pas le poulet? Non, le poulet, c'est pas encore ça. Ah oui? Ah oui. Si je veux manger le poulet... Mais l'habitude alimentaire ici, c'est le poulet. C'est pourquoi... La chair blanche. C'est pourquoi... Observez bien les Libanais, les musulmans, ils aiment plus le mouton que le bœuf. Ou bien? Et le porc. Oui, le porc. Mais
le porc aussi, ne venons même pas à ce point, parce que c'est une viande. C'est du kamikaze assommé. C'est une viande très consommée au Bénin, en Russie. C'est une viande très, très consommée. Vous allez en Russie. Vous connaissez la région, vous connaissez Cotonou, il n'y a pas de foyer, vous connaissez Porto Novo. Il n'y a pas de foyer sans cette viande-là. En Russie, par exemple, oui, il n'y en a pas. Vous allez voir que Vous allez en Ukraine, c'est ça d'abord. Oui, mais ils sont... Voyez à la table, il y a toujours des fruits. Il y a toujours quelque chose qui va caler ça. Ou bien, en Russie, il y a toujours des fruits à côté. Il y a des vodkas, il y a les boissons sèches. Il y a des vermouths, des vins cuits qui accompagnent ça. Mais ici, tu prends la bière glacée. Vous avez interdit tout à l'heure la consommation de l'alcool. La vodka, c'est de l'alcool. Oui. Mais quel est l'effet de la vodka sur la viande? Oui. Vous avez dit qu'il ne faut plus prendre de l'alcool. La vodka, c'est de l'alcool. Oui, c'est de l'alcool. Mais c'est de l'alcool en homme. C'est de l'alcool codé. C'est certifié. Pas une usine. C'est vérifié. Mais vous verrez que la viande du porc que les pays viennent de citer maintenant, il n'y a pas, entre autres. Il n'y a pas la graisse. On peut citer l'exemple du Bénin. Il n'y a pas la graisse. Ici, on prend encore la graisse du porc pour faire la cuisson à la friture de la viande même. Et vous croyez que notre foie ne serait pas... On voit toutes les parties de ça, c'est clair. Lorsque vous chargez, le foie, il est là pour emmagasiner les poisons, dégager les mauvais et toxines, et jouer le rôle de filtrage. Mais on charge encore ce foie-là de gaz intestinaux. Quand dans ton côlon, quand le côlon n'est pas vide, et toujours ça sonne, ça dit crou, crou, le côlon, t'entends toujours ça dit crou, crou. Et tu dis que tu... Il y a des gens qui vivent ça. Qui vivent ça, tout le monde vit, on vit ça à tout moment. Ça dit quoi? C'est pourquoi il faut réglementer son alimentation. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit clou. Ça sonne à l'intérieur. Le ventre boudonne. Le ventre boudonne. Il faut que je sois un peu à la base pour permettre à chacun de se retrouver. C'est ça. Et c'est pas bon. C'est ça qu'on appelle le conflit gastronomique. Donc, quand ils ont ça, il faudrait qu'ils évitent de penser à leur grand-mère ou bien à leur grand-père du village. Voilà, on m'a attaqué, on m'a envoyé du mauvais sort, tout ça. Ils doivent comprendre que c'est leur mauvaise alimentation qui leur conduit à ce stade. C'est ça. La mauvaise alimentation, c'est ça. Je donne un exemple. On dit la fête de la viande. Et j'apprécie les musulmans. La forme de cuisson qu'ils appliquent à la viande, c'est une bonne forme. Cuisson la grillade à distance. Ça, c'est très bon. Ça dit, on ne voit pas beaucoup de graisse. Au four, je suis d'accord. Mais quand vous ne mettez pas certaines épices dans la viande, encore le cholestérol monte après 2 jours. Quelles sont ces épices-là? L'épice, il y a le curcuma. Lui, il neutralise les acides. Les gens ne connaissent pas le curcuma. Ici, pour faire les épices, c'est l'ail, c'est le poivron, c'est l'oignon, et puis voilà. Oui. Un peu de feuilles, je crois, de laurier. Le feuille de laurier, voilà. Donc, voilà. Le curcuma, là, c'est... Honnêtement, moi, je sais pas ce que c'est. C'est importé. C'est comme le gingembre, on appelle ça en fond. Et toté coclodiono. Toté coclodiono. Ça existe chez nous? Ça existe chez nous, c'est avec nous. Ça se fait où? Dans le nord, surtout dans le nord. Fait Kandi, Parakou, on en trouve. Brut, c'est comme le gingembre. Okay. Et quand tu prends ça à la maison, ça pousse. Mais ça dépend des terres. C'est pas une couleur rouge, jaune, ça ne prend pas. Mais à Cotonou, c'est rare que ça pousse. Peut-être vers les cocotomères, cocodis là-bas, ça peut pousser. Il faut mettre ça là dans la viande. Curcuma, ail, oignon, clou de girofle, piment rouge. On appelle ça tanhometaki. Les petits là. Les petits là, voilà. Et déjà, vous mastiquez les graisses à la vue avant de consommer. Mais quand on fait la viande avec dja, ça c'est encore un autre problème. De la friture. Avec friture, c'est encore un problème. Donc, l'intoxication alimentaire, vous verrez que à la consommation de la viande, après 2 jours, il y a l'hémorroïde qui s'installe. L'hémorroïde, c'est excès de consommation de protéines animales qui provoque ça. Lundi,
On fait la friture du mouton. Ça peut faire une semaine. On prépare du riz avec, on mange. On prépare de la pâte avec les nouilles. On mange avec ça. On prépare aussi akassa. Et vous voyez, la viande avec akassa. Viande avec riz. Riz, c'est féculent. Viande, c'est aussi du protéine, c'est du gaz. Les deux se rencontrent, ça n'a pas d'ammonie. Donc, dans la sauce de la viande ou bien dans la friture, mettons beaucoup de curcuma et du poivron oignon. Je pense que je vais atténuer l'acidité de la viande. Mais je prends seulement la viande sous la forme de cuisson à la friture, parce qu'il y a aussi les cuissons qui agissent sur notre organisme. Cuisson à la friture, cuisson à la poêle, cuisson à la grillade, cuisson au four. Mais dans tout ça, j'apprécie cuisson à la grillade. C'est pourquoi les musulmans, je les apprécie ce point-là. Cuisson à la grillade, c'est une bonne cuisson. Quelle est la différence avec les autres? Cuisson à la friture, il y a déjà l'huile. La viande aussi a l'huile, naturellement, il y a de la graisse naturellement. Vous mettez ça encore dans l'huile. Ça fait deux formes. C'est saturé en huile. Saturé. Et c'est pourquoi, faites l'expérience. Après l'affaire de Tabassi, dites aux gens qui ont consommé la viande d'aller faire l'analyse du cholestérol. Ça monte. Ça monte toujours. Parce qu'ils ne savent pas manger la viande. Et pour cela, il faut privilégier l'oignon, l'ail, le curcuma, le piment rouge, le clou de girofle. Quand vous avez ces 5 éléments, c'est fini. On peut manger la viande à satiété en ce moment-là? À satiété. Mais il faut qu'il y ait ces éléments à côté. C'est très important. Mais à satiété, il ne faut pas oublier le jus de fruits avant de consommer la viande. Surtout le jus de citron. Ce n'est pas sucré hein, et non glacé. Généralement, le fruit, on prend le fruit en guise de dessert et c'est après le manger. Mais vous conseillez ça avant le manger? Avant le manger. Quelle est la différence? Quel sera alors le dessert? On met quoi alors dans le dessert? Non, le dessert, c'est une question. C'est ce qu'on nous a tout le temps enseigné. Et, quand on était gamin au cours primaire, vous mangez, vous prenez le dessert, et c'est les fruits généralement, le dessert. Et vous, les diététiciens, vous demandez qu'on prenne les fruits avant le plat de résistance. Le plat de résistance. Oui. Vous voyez, c'est parce qu'en Afrique, on n'a pas une bonne alimentation. Deuxième chose, lorsque vous prenez les fruits avant de manger, vous avez beaucoup de fibres qui vont participer au métabolisme. Beaucoup de vitamines qui vont participer au métabolisme de ce que vous allez manger. Et je donne un exemple. Je prends du jus d'ananas aux menthes 20 minutes avant de manger. N'importe quelle chose que je mange, je n'aurai pas la constipation. Et quand vous mangez, il faut écouter son corps. Mangez après 1 heure de temps. Si vous avez la constipation, c'est que vous avez mal démarré le processus gastronomique. C'est pourquoi on insiste sur les fruits. Il ne faut jamais consommer des fruits glacés avant de manger. Des fruits non glacés. Vous verrez que... Et après le manger, qu'est-ce qu'il faut? Vous prenez de l'infusion. Simplement. Simplement. Que ce soit la menthe poivrée, ce qu'on appelle chayo, que ce soit la graine de quinqueliba, qui est comme le café. 15 minutes après, 20 minutes après, vous avez une bonne digestion et un ventre plat. Comme M. Tranquillet et M. Peggy. Vous avez un ventre plat, comme ça. J'ai bouffé de rire parce que j'ai entendu la voix du réalisateur. Et ça me tient à tort. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Mais en tout cas, voilà. Mais je ne suis pas d'accord avec vous sur un point. Quand vous estimez que les Africains généralement mangent mal, moi je ne suis pas d'accord. Nos parents au village, par exemple, ils ne servent pas ce qu'on appelle le supermarché, mais ils vivent 90 ans, 100 ans et 120 ans. Même ça. Voilà. Très bien, monsieur. Voilà. Ils ont une longévité de façon générale. Monsieur Tranquillet, c'est ce que vous avez dit, c'est bon. Vous avez dit que les Africains mangent généralement mal. Je ne suis pas d'accord avec vous sur ce point. Oui. Vous voulez parler des Africains des villes, des citadins. Très bien. Ceux qui ont découvert les importés et qui s'engagent. Voilà. Vous avez parlé de l'industrialisation. Le villageois ne connaît pas l'industrialisation. Ou bien, un villageois qui... Je vous dis quelque chose. Celui qui a Cotonou, qui prend la pâte de maïs
est différent de celui qui est à Idjazoum, qui prend la pâte de maïs. Ce n'est pas la même chose. Ah, c'est quoi la différence? Oui. Celui qui est à Idjazoum, il va au champ. Il travaille. Il travaille la terre. Les matins, il prend la tisane avant d'y aller. Déjà à 19h, il prépare sa pâte. Et il cueille les tomates, les légumes au champ. Bio. Et sa sauce n'est pas riche en huile. Son poisson, c'est du poisson maigre. Et c'est des légumes. Des légumes à vapeur. Peut-être il va mettre du sésame là-dedans. Ce n'est pas son problème. Ici, il trouve le piment, tomate, oignon, avec un peu de sel. Il mange bien la famille. Il ne met pas de cubes. Et il mange avec la vibration du sentier, du climat. Ou bien, le soir au village, il y a une bonne température. On respire bien. Il y a la verdure. Il y a la verdure. Quitter ici, quitter Cotonou, aller faire au moins deux jours à Huawei, ou bien dans un coin. Ou à Misrete, à côté, à Djara, à côté, à Franco, quelque part. Et en revenant le lundi ou mardi, allez faire le bilan, vous verrez qu'il y a une différence. Ça veut dire qu'à Cotonou, on fait ce qu'on veut. On mange la pâte à 23h. Comme à 23h. Ablo à 23h. Qu'est-ce que Ablo cherche, comme cherche à 23h? C'est du sucre. Les Cadillacs refusent toujours de ne pas consommer du sucre le soir. Ce n'est pas seulement le sucre qu'on voit comme ça. Même les fruits, ils refusent de ne pas consommer ça le soir. À cause du cœur. Le cœur ne supporte pas. Le cœur ne supporte pas. Et une petite recette, avant de dormir les soirs, il faut prendre au moins 2 verres d'eau tiède. Vous verrez que votre cœur sera au point avant de dormir. 2 verres d'eau tiède. 2 verres d'eau tiède les soirs. Monsieur Tanki n'a pas besoin de ça. Avec Peggy, vous êtes déjà dans les normes. Vous n'avez pas besoin de ça parce que vous êtes en forme. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Parce que vous connaissez beaucoup de conseils. Vous appliquez déjà. Mais non, on a appris beaucoup de choses de vous aujourd'hui. Je suis sûr certain que les auditeurs de Diaspora FM se régalent, les téléspectateurs qui nous regardent, parce que c'est cela. On se dit qu'on mange bien, mais en réalité, on se tue. On se tue. À petits coups, on se tue parce que j'en connais qui, après leur plat, l'arrose forcément de la bouteille de bière. Bière glacée, il faut que ça soit vraiment bien glacé, parce que là, quand c'est pas bien glacé, ça passe pas. Non, on commence par la bière d'abord. On tape 2 bouteilles d'abord, on mange. Et après avoir mangé, on dit maintenant, on tape encore. On met encore là-dessus. On commence par OK, voilà. On dit, on fait comme ça. C'est du gaz qui sort. Et le gaz, c'est ça qui tue les Africains. La fois passée, j'ai un frère à Toulouse qui m'a téléphoné pour dire, Patrick, on est en train de faire la diète à la campagne. Diète à la campagne, c'est se retirer dans un coin pour se désintoxiquer. Il y a au moins 20 Béninois qui sont partis. Sur les 20 Béninois, 200 Gabonais. C'est les Africains qui ont plus de gaz dans l'estomac que les Européens. Vous savez pourquoi? Non. Pourquoi? Féculents. Consommation de féculents. Agoum, moligoum, la pâte, le pain. Plus la bière, comme l'a dit M. Peggy tout à l'heure. On cave 2 bières. Déjà, la grande bouteille, c'est un problème. Observez bien, quand vous consommez la bière, je ne veux pas de prendre la bière. Mais quand vous consommez la bière, après quelques minutes, on a un ballonnement interne. C'est le gaz. Quand à fond, tu as un rondo ballon, mais on cloie. Ou bien? C'est ça, non? C'est bien cela. Donc, c'est du gaz. Et on n'a pas besoin du gaz. Voilà les gaz. C'est ça qui nous crée des problèmes à tout moment. Il faut toujours faire l'exercice de prendre l'eau tiède avant de dormir. On n'aura plus de gaz. L'eau tiède élimine les gaz. Très bien. Ça élimine les gaz. Et déjà à 4h, 5h, on est sur pied. Merci à vous, Serge Patrick Zinwedo. Vous êtes diététicien. On parlait donc de comment éviter l'intoxication alimentaire. Lors des festivités. Et déjà lundi prochain, c'était un clin d'œil donc à nos amis téléspectateurs et auditeurs qui seront forcément amenés à consommer de la viande, à faire très attention. Je crois que le diététicien a donné quelques bons conseils déjà pour la préparation. Et il faudrait quand même insister sur le fait qu'on ne doit quand même pas forcer l'excès en toute chose de nuit.
Il ne faut pas beaucoup manger, il ne faut pas manger jusqu'à avoir le ventre totalement ballonné. Donc il faut rester dans les normes, même si c'est la fête de la viande, et ne pas consommer que de la viande, avoir des fruits à côté. Je crois, hein, si je résume bien, il faut avoir des fruits à côté, des fruits à consommer avant de commencer à manger de la viande. Et les types de fruits, vous les avez cités, je crois qu'il faut avoir le pamplemousse, il faut avoir l'orange, il faut avoir tout ce qui permet quand même d'éliminer un peu les gaz. Et pour finir, vous avez parlé d'eau tiède qu'il faut prendre, 2 verres d'eau tiède avant de se coucher, ça fera du bien à l'organisme. Moi, je vais résumer tout ça en une phrase, il faut manger bio. Voilà. Et Manger bio, c'est Espace Afrique Civra de Glody. Voilà, nous ne sommes pas du tout perdus. Voilà, à droite, en allant vers Glo, le marché de Glo, voilà. C'est une grande maison. La plus grande clôture. Voilà, la plus belle maison au bord. Entrez dedans, demandez tout ce que vous voulez bio, vous les aurez. Je suis moi-même un agent commercial du centre, donc contactez-moi seulement. Moi aussi. Commandez seulement Peggy de Vic Dagba, Devoshi, Sabine Chodaton. Tout le monde. Jean-Paul Razoumet, tout le monde. Nous sommes des commerciaux. Oui. Espace Afrique Civra, une seule adresse. Nous sommes des guerriers pour votre santé. Merci à vous. C'était donc l'instant débat qui a pris l'allure de conseil à l'endroit des auditeurs et téléspectateurs venant donc de Serge Patrick Zivoedo, diététicien. On va le raccompagner avec cette chanson de Richard Flash. Richard Flash qui dit qu'il faut savoir prier. Il faut savoir prier. Voilà. Après avoir bien mangé, il faut prier. Voilà. Il faut bien prier. Il faut savoir prier. Ouais. Hein. Voici Richard Flash. Il faut savoir prier. Gbedo Doda, message de Richard Flash, artiste de la chanson du Bénin. La rubrique, la chronique judiciaire, la répression du harcèlement sexuel en milieu scolaire. Ce sera avec vous, Horacia Djodi. Bonjour. Bonjour, tranquillet. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous le savez, l'une des causes de grossesse non désirée en milieu ruraux, surtout dans nos villes et campagnes, lorsqu'on envoie des enseignants aider les enfants à se développer sur le plan intellectuel, ils passent le plus clair de leur temps à les violer, à les harceler, surtout en milieu scolaire. C'est un fait que des ONG dénoncent généralement. Nous allons parler du cadre juridique avec vous, Horacia Djodi. Et puis, dans le même temps, la chronique décalée va abonder. Ne sois pas trop loin de ce thème-là. C'est ces personnes âgées qui ne laissent pas tranquilles leurs filles, leurs petites filles. Voilà, c'est ce qu'on va dire. Parce que c'est des filles 15 ans, 14 ans. Et puis, il les dérange. Moriagua, vous n'étiez pas là pour la chansonnette. Bonjour. J'étais dans les coulisses. Bonjour, tranquille, bonjour, Horacia Djodi. J'étais dans les coulisses. Le temps de venir sur le plateau, c'est allé très vite. À vous, Moriagua. Merci beaucoup, tranquille, Quand des septuagénaires ont éhonté se déchaînent, quand des septuagénaires... Chaque jour, vous êtes nombreux au Bénin, en Afrique et dans le monde à nous faire confiance. Recevez-nous sur satellite EO33, Eutelsat 33A, fréquence 108.05, symbole rate 30001, polarisation verticale. En local, bande UHF, fréquence 719.25, système de son VG. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Eden TV pour vous informer sur l'actualité africaine. Info d'Afrique, c'est une édition qui vous permet de revivre tous les événements qui se sont déroulés dans la semaine sur le continent. C'est tous les dimanches à partir de 11h. Voilà, vous avez compris, hein, lorsqu'on ne fait pas sa vaccination avant
Le palais des septuagénaires, voilà ce qui se passe. Moriagua, vous. Oui, je crois que vous venez de me vacciner, donc on va y aller. C'est des septuagénaires indélicats. Ils ne sont pas nombreux. On peut les compter. C'est vrai. Ils ne sont pas nombreux. C'est vrai, C'est d'eux qu'on veut parler. Tout à fait. C'est ça. C'est important parce qu'il faut qu'on finisse l'émission. Allez-y. Merci beaucoup, tranquille à Cadre. Quand des septuagénaires éhontés, indélicats se déchaînent, tout baigne. À 70 ans, l'on ne comprend pas quelle mouche pique certains de nos vieillards qui, presque au soir de leur vie, au lieu de se refaire une bonne place au soleil et penser à leur santé, à se reposer, prendre de l'air souvent dans une verdure, se déchaînent sur les petites filles des quartiers de ville. Tout baigne. C'est encore l'un de ces vieillards vicieux qui s'est fait parler de lui cette semaine en violant violemment une petite fille de 12 ans qui s'est retrouvée dans une clinique de la place. Impossible de marcher car la machine a tout bousillé. Tout baigne. Comment imaginer qu'un grand-papa puisse fantasmer sur sa petite fille jusqu'à passer à l'acte et causer l'impensable? Ils sont nombreux à s'enticher des petites filles innocentes à qui il devrait s'évertuer, à donner de petits conseils afin qu'elles ne tombent pas dans les pièges des jeunes virulents de nos jours. Tout baigne. Voir un homme de la trempe de 60 ans, 70 ans, poser ce genre d'acte ignoble au point de se retrouver derrière les barreaux sort de l'entendement. Ils sont nombreux, il faut le dire, tapis dans l'ombre. Ces pervers qui jouissent en cachette des petites filles innocentes, 12 ans, 13 ans, pour satisfaire leur libido au lieu d'aller se déchaîner sur leurs vieilles qu'ils ont choisies jeunes et avec lesquelles ils ont fait la pluie et le beau temps. Quel est ce diable qui est en ces vieux et qui les pousse jusqu'à commettre de ces actes sévèrement punissables par la loi? Tout baigne. Ces nombreuses blessés de guerre qui sont à la recherche de celui qui en a encore dans la poche et peut-être un peu encore dans les hanches pour s'en occuper ne les attire point. Il faut coller les petites de la ville au point de les violer. Chères autorités en charge de ces questions qui surviennent dans nos quartiers, l'on n'a point besoin de vous demander de sévir avec la dernière rigueur. Il faut que ça cesse maintenant. Tout baigne et à lundi, Inch'Allah. Merci à vous. Et si le vieillard a collé la petite, il faut aussi le coller avec l'âme judiciaire. Donc, il va passer le reste de sa vie sûrement derrière les barreaux dans l'univers carcéral. Mais c'est quand même triste. Et si on fait un petit calcul, c'est au moins 4 générations. Si on prend ça lien familial, par exemple, s'il ne commence pas à faire des enfants à 22 ans, on peut déjà trouver 3 à 4 générations. Tout à fait. Si vous avez 70 ans déjà, vous voyez, c'est quand même un problème. On peut peut-être, il est bien un problème psychologique. Peut-être un problème psychologique. Ils sont nombreux. Hein. Ils sont nombreux, il faut le dire, il faut le reconnaître. Ils nous suivent peut-être. Et si c'est le moment de prendre conscience et de laisser les petites, ce serait bien pour la laisser les enfants grandir, c'est important. Laisser les enfants grandir, c'est très important. On en voit un peu partout. Moi, j'en connais, on en voit quand vous sortez. Vous allez dans les coins, pas forcément chauds, les coins un peu discrets de Cotonou. Vous allez vous les voir. Et moi, je suis pris un vieillard comme ça. J'étais assis avec ma famille. On prend de bons temps et tout. Le monsieur vient s'asseoir. Il est là. Cheveux grisonnants et tout. 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes. Mais lui, il est seul. Qu'est-ce qu'il fait là? Quelques minutes après, je vois la petite qui apparaît. Une petite. Elle n'a pas 18 ans. Celle-là n'a pas 18 ans. Discrètement. C'est-à-dire que, de sorte que tous ceux qui sont... La personne était à 25 mètres de moi. Oui. Donc les autres clients étaient un peu loin. Donc vous ne pouvez pas savoir que la petite est venue voir le monsieur. Elle est venue, elle a claqué les yeux, elle a appelé, elle a passé un coup de fil. Le monsieur a décroché là-bas et puis elle allait s'asseoir. Passé encore 45 minutes. Après, le monsieur s'est déplacé.
est partie. 5 minutes après, la petite fille s'est déplacée, elle est partie. J'ai poussé ma curiosité, les deux sont partis. Donc c'est comme ça se passe. On détruit la vie des enfants, on détruit la vie des familles. On les rend Imaginez, malades. c'est peut-être la fille unique à ses parents, c'est ça. Oui, oui, on les rend malades, oui. Et moyennant quelques billets de banque. Elles aussi, qu'est-ce qu'elles vont chercher, ces gens-là? Elles aussi, on en parlera. On en parlera plus tard. Et généralement, ces messieurs-là, c'est les premiers à vous chasser, à chasser nos jeunes frères quand ils viennent juste faire des exercices, faire des exercices de maison, faire des exercices avec leurs filles. Ils sont les premiers à les chasser. Ah, ça, c'est quel exercice, ça? Merci à vous, Maurice. S'il vous plaît, voici, vous savez, si vous êtes collègues, vous êtes au lycée ensemble, et le professeur vous donne des exercices, des devoirs de maison à faire ensemble. Ils sont les premiers. Je pensais à un autre exercice. Non, pas du tout. Bon. Je parle des exercices, des devoirs. Vous savez, je connais un vieux, je vais rapidement, je connais un vieux, il était à la cité Vie Nouvelle. Quand vous venez chez lui et vous voulez vous demander d'après sa fille, par exemple, si la fille s'appelle Lucrèce, vous dites je veux voir Lucrèce, il dit ah bon, vous voulez voir Lucrèce, je peux voir votre carte d'identité? Et si vous avez votre carte d'identité, vous sortez votre carte d'identité, vous lui remettez. Il regarde, il vous retourne, il dit dégage. il faut avouer que c'est de vous qu'il s'agit. Non, il faut avouer. C'est deux amis. C'est deux amis. Non, c'est deux amis. Il faut avouer que c'est vous. Si c'était moi. Au moment où vous étiez moins jeune. Non, si c'était moi, j'allais l'avouer. C'est d'un ami qui s'agissait. D'accord. Et il me l'a raconté. Merci à vous. Merci à vous. Laissez les enfants. Bon week-end. Et bonne fête. Bonne fête de Tabaski à tous les musulmans. Merci beaucoup. Bonne fête à vous. Voici la chronique judiciaire, la répression du harcèlement sexuel en milieu scolaire. Il a été question de pression. C'est quoi le harcèlement sexuel? C'est la première question qu'on va vous adresser, Rosia Georgie. Donc, il faut dire qu'un rapport sur les violences de genre en milieu scolaire en Afrique subsaharienne a révélé que 53% des élèves du primaire et du secondaire ont déclaré avoir subi des attouchements inappropriés, des pressions, avoir été contraints de supporter des blagues à connotation sexuelle ou encore ont été tout simplement témoins de ces attitudes. Et 43% des élèves du secondaire et 80% du primaire disent connaître des filles qui ont abandonné l'école en raison des violences sexistes. Ce sont des chiffres qui inquiètent et qui prouvent que le harcèlement sexuel en milieu scolaire prend de l'ampleur. Et nous sommes à la veille d'une nouvelle rentrée et il est bien de sensibiliser les apprenants sur les dispositions, les moyens mis en place pour que ces apprenants dénoncent, pour que ces actes soient découragés à jamais. Et qu'est-ce que le harcèlement sexuel? Il faut dire que au Bénin, c'est la loi 2006-19 du 5 septembre 2006 portant répression du harcèlement sexuel et protection des victimes en République du Bénin qui réprime le phénomène. Et selon l'article 1er de cette loi, le harcèlement sexuel est le fait pour quelqu'un de donner des ordres, d'user de paroles, de gestes, d'écrits, de messages et ce de façon répétée, de proférer des menaces, d'imposer des contraintes, d'exercer des pressions ou d'utiliser tout autre moyen aux fins d'obtenir d'une personne en situation de vulnérabilité ou de subordination des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers contre la volonté de la personne harcelée. Alors, en milieu scolaire, le harcèlement sexuel, c'est le fait pour l'enseignant d'user de son autorité, pour obtenir des rapports sexuels avec son ou ses élèves. Ces enseignants, ces instituteurs, lorsqu'on réussit à mettre la main sur eux, direction c'est la prison. Voilà, lorsque la culpabilité est prouvée, il faut les enfermer parce qu'ils créent beaucoup de dégâts, surtout en milieu rural, dans les villages. Oui. Ça, c'est un réel problème que dénoncent les organisations non gouvernementales. Comment se manifeste
le harcèlement sexuel en milieu scolaire? Il faut dire que la plupart du temps, ce sont les filles qui sont victimes du harcèlement sexuel en milieu scolaire. Cela n'exclut pas les garçons et même parfois des professeurs qui sont harcelés par leurs élèves. Mais les filles sont plus vulnérables. Même parfois les directeurs. Récemment, on a mis la main sur un directeur, on ne va pas dire l'école, mais ça a été un fait relayé par la presse nationale. Et la forme la plus courante, c'est de proposer à l'élève de passer en année supérieure par le truchement des notes. Un professeur qui, par exemple, à chaque fois, envoie son élève lui faire des achats et lui demande, par exemple, de garder la monnaie, quel que soit le montant. Et au fait, c'est une manière de proposer plus tard. À la fin du cours, sa séance, voilà, il peut demander à sa proie en griffe de l'aider à transporter son sac à la direction, bien au niveau de sa voiture. Et au cours de cette petite distance, là, les choses se passent. Voilà, justement, ce sont des moyens pour amener plus tard la fille à accepter d'avoir des rapports sexuels, ou la fille, hein, parce que ça peut être aussi des professeurs femmes. Les garçons aussi peuvent être victimes de ce phénomène. Les femmes, les enseignantes, instructrices harcèlent également les jeunes garçons, garçons. Bien sûr. C'est vrai que c'est plus remarquable. C'est vrai que c'est plus... Ça existe. Ça existe. C'est-à-dire que maintenant, c'est dans les deux sens. Oui, c'est dans les deux sens. Bon, ça peut arriver. Si le garçon est trop mignon, trop beau et bien baraqué, je voulais dire, donc... voilà, ça peut arriver. C'est pas une raison. Celle qui fait ça doit avoir un problème psychologique. C'est des deux côtés, les deux, que ce soit l'instituteur, l'institutrice ou l'enseignant ou l'enseignante, il faut avoir un problème psychologique pour en tout cas, comme souvent on ne fait pas des examens psychologiques et on ne peut pas savoir véritablement si elle a un problème psychologique ou pas, mais ça ne doit pas être loin. D'accord. Il faut dire que ce sont des comportements, ces comportements qu'on vient de dénoncer sont des comportements qui peuvent constituer des preuves pour la victime, parce que la plupart du temps, le problème au niveau des victimes, c'est comment prouver, et il faut dire que tous les moyens de preuve sont admis en la matière. Je vous propose d'écouter ici le juge Emmanuel Opita. Il est le président du tribunal de Ouidah. Il a été question de pression. Il a été question d'écrit. L'écrit, on peut avoir la trace matérielle. Cet écrit-là peut être électronique, comme il peut être tout simplement sur support papier, etc. Donc ça veut dire qu'en cette matière, la preuve ne peut pas poser problème, de mon point de vue. De mon point de vue. C'est peut-être la preuve s'agissant des gestes. Encore qu'aujourd'hui, avec le développement, disons, des réseaux sociaux, je ne suis pas certain qu'on ne puisse pas rassembler suffisamment de preuves par rapport à ça. Le témoignage est un élément de preuve. C'est-à-dire, à défaut de preuves matérielles, on peut citer des témoins qui peuvent faire chose. Et ces témoins-là ont l'obligation, le moment venu, de déposer. Je me souviens que quand j'étais quand même au premier cycle, et je ne donnerai pas le nom de ce professeur, bien que je n'ai pas oublié le nom, mais quand il venait au cours procès de mathématiques, il avait l'habitude de chanter, en train de dire quelque chose, et que vraiment un signe, bon voilà, c'est-à-dire il demande à l'intéressé de lui faire un signe. Bon, on ne comprenait pas, mais par la suite on a fini par comprendre qu'en fait, c'est-à-dire le message était adressé à une personne bien déterminée de la classe. Voilà, donc c'est pour dire que à tout moment, la preuve peut être rapportée. Voilà, un fait réel rapporté donc par le procureur. C'est le procureur, il est procureur. Non, il est le président du tribunal de Ouidah. Le président du tribunal de Ouidah, un juge. Oui. Est-ce qu'on peut citer des cas de harcèlement en milieu scolaire déjà punis au Bénin? Déjà punis au Bénin. Parce que le cas dont il a parlé, par exemple, je ne sais pas si ça fait l'objet de poursuites judiciaires ou pas. Non, il faut dire que pour que l'acte soit puni, il faut qu'il soit dénoncé. Ce serait très difficile de citer des cas qui sont déjà punis au niveau des tribunaux, des tribunaux, pardon, merci, au niveau des tribunaux, des cas de harcèlement sexuel en milieu scolaire. Il n'en existe pratiquement pas. Et pourquoi? Il faut dire la crainte de représailles des victimes par leur harceleur en cas de dénonciation, eh bien, au niveau des services ou des personnes compétentes, fait qu'elles ont peur et elles subissent
cette méchanceté en silence et lorsqu'elles sont dépassées, elles abandonnent carrément l'école. Mais il faut dire qu'il y a des actions qui sont menées au niveau des établissements par certains responsables et des ONG pour amener les victimes à avoir cette facilité de dénoncer. Également, la loi protège les victimes du harcèlement sexuel en milieu scolaire. Et même les éventuels témoins sont protégés. Et aucun élève, aucun étudiant ou autre apprenant ne peut être renvoyé ou sanctionné pour avoir refusé de subir ou pour avoir subi des agissements de harcèlement sexuel de la part de son éducateur ou de son éducatrice. On retrouve le juge Emmanuel Opita. Il y a très peu de cas qui arrivent au niveau de la justice. Et cela peut s'expliquer par, disons, l'attachement à la pudeur des populations. La réticence à aller vers la justice s'explique certainement par l'ignorance. Et beaucoup ne savent d'abord pas que la loi existe en dépit de toutes les actions qui ont été menées. La seconde explication qu'on peut trouver à la chose, c'est que les témoins, parce que la victime peut ne pas saisir les autorités compétentes, mais les témoins doivent savoir qu'ils ont l'obligation de saisir, d'informer les structures compétentes et que la non-dénonciation également est sanctionnée. Parce qu'il faut que cela soit clair. Le fait d'en avoir connaissance et de ne pas révéler, de ne pas informer, de ne pas saisir la structure appropriée pour en assurer la répression expose l'intéressé à une sanction. Je crois que cet aspect-là a besoin d'être porté à la connaissance des populations. Et si ces populations sont informées de ce que, en ayant connaissance d'une situation du genre, et que on s'abstient de porter l'information à la structure compétente pour en assurer la répression, qu'on s'expose à une sanction. Des propos recueillis par Horatia Djodi. On va parler des sanctions avant de conclure ce volet de Il faut Martin Eden. rapidement dire que l'auteur d'un acte de harcèlement sexuel est puni d'une amende de 100 000 francs à 1 million de francs CFA et d'un emprisonnement d'1 an à 2 ans ou de l'une de ces peines seulement. Et le complice également est puni de la même peine. Vous ne trouvez pas que la sanction elle est trop légère? Quelqu'un qui viole, un instituteur par exemple qui viole une élève dont la culpabilité est prouvée, si on l'arrête, il va faire juste 2 ans de prison et payer une amende de 1 million de francs CFA. Je suis Alors que cette petite-là peut ne pas connaître la maternité tout au long de sa vie. Et abandonner. Abandonner les classes. Vous ne voyez pas que vraiment notre cadre législatif... C'est le lieu de... 2 millions, vous avez dit combien? De 100 000 francs à 1 million de francs CFA. À 1 million de francs CFA. Non, c'est pas possible. Bon, non, c'est vrai, c'est pas possible. Un instituteur qui viole votre fille, d'accord, et qui crée des problèmes de santé, d'accord, on doit même le radier d'abord. On le radie. Sanction disciplinaire. De 5 à 10 ans. C'est ça, voilà. 5 à 10 ans. Et comme ça, là-bas, il va apprendre à violer davantage les petites filles. Est-ce qu'on va vraiment apprendre à bien faire en prison? Non, je suis en train d'ironiser, vous n'avez pas compris. Est-ce qu'il faut revoir un peu la tenue kaki des enfants, pas kaki, mais en tout cas la tenue que les enfants portent? Moi, j'ai posé la question. En fait, le problème, c'est au niveau des parents. Non, déjà l'école, si l'école décrète une tenue, voilà, désormais c'est cette forme de tenue qu'il faut mettre, parce que le danger, vous savez, les enseignants, on ne va pas pas pour les défendre. Les instituteurs, ils sont faits de c'est la chair. Les enfants viennent, ils sont dans des robes cintrées. Parfois, elles ne mettent pas les boutons. Les boutons, elles laissent la cloison de leur sein. C'est là. Tout à fait. Vous voyez toutes deux parties généreuses entre griffes. Et comme ça, elles viennent au cou. Et le directeur même ne dit rien. Et c'est comme ça se passe. C'est pour cela, il faut dire, pour être enseignant, il faut avoir une psychologie très forte. C'est ça. Très forte. Quand vous parlez des uniformes, je pense quand même que c'est... Ça va régler le problème. Ça pourrait régler le problème si les enfants s'habillent en pantalon, par exemple. Parce qu'il y a d'autres qui profitent, qui laissent... Moi, je ne pense pas que même le pantalon aussi, ça ne règle pas le problème. Mais ce qui est encore bizarre, c'est que même la religion met le voile intégral
encore on enregistre des cas de viol. C'est-à-dire qu'on met de viol, voile intégral. C'est-à-dire on ne voit rien, on voit juste le visage de la personne. Et pourtant il y a ça. Donc, on ne sait pas. Peut-être vous qui... Mais on peut aussi voir sans voir. On l'a déjà dit sur ce plateau une fois. Il faut éviter ça. Et pour réussir ça, il faut sanctionner. Par exemple, la corruption, le réel va me permettre de conclure sur cette phrase. La corruption, le monsieur a volé, on sait qu'il a volé. Si on ne le punit pas, son voisin va continuer. Son enfant va grandir, il va le faire. Mais si on le punit, je sais que bon, si je touche à ce papier, voilà la sanction qui m'attend, je ne le ferai pas. C'est comme ça. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'encourager les victimes à dénoncer. Et il y a aussi certains directeurs qui protègent leurs enseignants. Bref, c'était donc Matin d'Éden. Merci de votre fidélité. Soyez zen sur nos antennes. À bientôt.